Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes de retour aujourd'hui avec le professeur Richard Wolff, économiste politique de renommée mondiale, pour discuter de ce qui se passe en Chine cette semaine. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup, Glenn. Je suis ravi d'être ici. Donc, vous avez tous ces dirigeants du monde non occidental qui se réunissent en Chine pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Aujourd'hui, la plupart des gens dans le monde semblent préoccupés par la fin du système économique centré sur l'Occident, c'est-à-dire des dettes insoutenables, une financiarisation excessive. On peut aussi ajouter l'instrumentalisation de la dépendance économique. Quoi qu'il en soit, nous semblons assister à l'effondrement, pas si lent, du système économique international centré sur l'Occident. Pendant que quelque chose d'autre est en train de se construire, il n'est pas encore tout à fait clair de quoi il s'agit. Mais je voulais savoir ce que vous en pensez et à quel point c'est important selon vous. Eh bien, j'admets que j'aborde ce sujet d'un point de vue occidental. Je dois être clair, je suis citoyen américain. Je suis né, j'ai travaillé et je vis ici, aux États-Unis. Je vous parle depuis New York. Donc je réponds à votre question non seulement du point de vue de l'Occident, mais littéralement depuis le centre de l'Empire occidental actuellement en déclin. Pour moi, c'est donc très spectaculaire. C'est très rapide. Cela se défait en ce qui me semble être un laps de temps très court. Je comprends que l'histoire humaine a connu de nombreux empires, grecs, romains, ottomans et bien d'autres, dans toutes les régions du monde. Et j'ai toujours compris que c'était un processus long et lent. Donc, d'une certaine manière, je comprends que c'est long et lent. Je dois me le rappeler, parce qu'il semble en ce moment que tout se défait très rapidement. Je ne veux pas résoudre cela. Je ne pense pas que ce soit une contradiction qui doive être résolue. Je suis plutôt hégélien. C'est une contradiction qui est constitutive de la réalité dans laquelle nous vivons. Donc, ayant dit cela à propos du long et du lent, laissez-moi vous dire comment cela apparaît pour quelqu'un qui, en ce moment, est frappé par la rapidité des événements. Et voici ce que j'entends par rapide. La guerre en Ukraine en fait partie, et cela ne fait que 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. Et regardez ce qui s'est passé. Au début, nos dirigeants nous disaient ici que la Russie serait à genoux, que le rouble deviendrait des gravats. En d'autres termes, que ce serait une guerre courte, facile, à sens unique. On nous a maintenus avec cette histoire pendant une grande partie de 2022, une grande partie de 2023, et ainsi de suite, alors que l'Occident ajoutait de plus en plus de couches, plus de sanctions, plus d'armes, des armes de plus en plus sophistiquées et plus d'argent. Ce que nous avons vu est très spectaculaire pour nous. Face à tout cela, il y a eu une défaite constante face à la Russie, dont le rouble ne s'est pas effondré, dont l'économie ne s'est pas écroulée, dont la croissance économique au cours de ces 3 dernières années est plus rapide que celle des États-Unis, si l'on mesure par le taux de croissance annuel du PIB, etc. C'est très spectaculaire, et cela conduit ce pays à une sorte de division schizophrénique de la conscience. Il existe une minorité, je veux être clair, une minorité, bien que significative, qui considère l'Ukraine comme une défaite. Une partie du comportement de M. Trump s'explique parce qu'il le perçoit ainsi lui aussi. Mais l'immense majorité des Américains ne l'admettra pas. Ils nient ce que je viens de dire, que la guerre n'est pas terminée, que la guerre n'est pas gagnée par les Russes, que d'autres efforts sont à venir et seront victorieux lorsque tout cela sera fini. La majorité des Américains sont d'accord avec la plupart des dirigeants européens, même si, pour certains d'entre nous, il semble que ces dirigeants, au vu de leur cote de popularité, représentent en réalité une minorité dans l'opinion publique européenne.
Situation compliquée. Deuxième exemple, et ce sont de petites choses, mais il faut les voir dans ce contexte. Il fut un temps où nous avions un ministère appelé le département de la guerre, dans lequel les États-Unis ont copié la Grande-Bretagne, qui appelait également cela le département de la guerre. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis ont assumé le rôle de gestionnaire d'empire mondial, le nom a été changé en département de la défense. Aujourd'hui, il est en train d'être renommé département de la guerre. Essayez de comprendre ce que cela signifie. Cela fait partie d'une posture des États-Unis, qui se voit comme grand et puissant, et qui enlève désormais le vernis, l'emballage, pour révéler la puissance brute sous-jacente. Le même jour où cette annonce a été faite, l'armée américaine a détruit un bateau qui se trouvait à 1600 km des États-Unis, dans la mer des Caraïbes, au sud, près du Venezuela et de Trinidad. Un bateau à bord duquel se trouvaient 11 personnes en déplacement. Personne ne sait d'où elles venaient, personne ne sait où elles allaient, et personne ne sait ce qu'il y avait dans le bateau, à part les 11 personnes qui ont été sommairement tuées. Que se passe-t-il ici? Il n'y a pas d'état de guerre entre les États-Unis et le Venezuela. Il n'y a aucune menace pour les États-Unis venant d'un bateau. Un petit bateau, vous savez, un bateau avec 4 moteurs hors bord et qui se trouve à 1000 milles d'ici. Il faut se demander, pourquoi feriez-vous cela? Qu'est-ce qui pourrait bien vous pousser à être à la fois le juge, le jury et le bourreau de ces 11 personnes, qui qu'elles soient, et dont on ne nous dira probablement jamais l'identité ici? Peut-être ailleurs, mais pas ici. Très bien. Et maintenant, enfin, on punit M. Modi et les Indiens en augmentant les droits de douane, qui étaient déjà élevés pour eux, parce qu'ils n'ont pas cessé d'acheter du pétrole à la Russie. Il s'agit d'un droit de douane secondaire. C'est un droit de douane punitif. C'est un tarif qui, s'il est maintenu, portera gravement préjudice aux entreprises indiennes et américaines. À mon avis, ce qui se passe ici, ce sont des actes désespérés. J'utilise ce mot à dessein. Ce sont des actes de désespoir d'un gouvernement qui tente de freiner le déclin parce qu'il le perçoit, tout comme moi, comme rapide. Ironiquement, je dois dire maintenant que ce n'est pas aussi rapide qu'ils le craignent. En partie, c'est la position politique des États-Unis qui cherche à justifier l'extrémisme de la guerre tarifaire contre le monde, des sanctions contre une grande partie du monde. Ce sont des actions d'une agressivité extraordinaire qui doivent être justifiées. Et la justification ici est l'ironie et, à long terme, le renforcement très dangereux de la notion d'un empire en déclin par ceux-là même qui s'efforcent de l'empêcher. Mais ils enseignent involontairement, en devant justifier ce qu'ils font, au peuple américain, à craindre un processus qui est en réalité en cours, mais que la plupart d'entre eux, la plupart du temps, veulent encore nier. Ils se retrouvent donc pris entre l'envie de nier et l'ironie que ceux qui surfent sur cette vague pour accéder au pouvoir doivent la renforcer. Je crois qu'il se passe quelque chose de similaire en Europe. Pour justifier 5% de votre budget consacré à la défense, vous devez exagérer la menace d'une invasion russe de toute l'Europe. Vous devez raviver 75 ans de mentalité de guerre froide, comme si la guerre froide existait toujours. Et ironiquement, vous effrayez votre population, ce qui finira par se retourner contre vous, puisque vos dirigeants crient chaque jour leur incapacité à gérer tout cela. Cela dit, je pense effectivement que ce qui se passe à l'Est constitue une étape importante dans le déclin de l'Occident. Je ne pense pas que ces choses se produiront du jour au lendemain, et je les considère comme pleines de contradictions. Permettez-moi donc de vous expliquer brièvement. Est-ce un signe de la maturité économique de l'Est? Oui.
Est-ce un signe que les pays des BRICS, les pays de l'OCS, toute cette partie du monde commence à se déconnecter sérieusement des États-Unis parce que les États-Unis se comportent comme un acteur voyou dans l'économie mondiale? Oui, je pense que c'est ce qui se passe. Je pense que l'Inde essaye de résoudre des problèmes avec la Russie et la Chine afin d'isoler les États-Unis par rapport à elles-mêmes. Je pense que ce sont des mesures extraordinaires qui s'inscrivent dans un processus long et lent, mais qui s'accélère, et que les efforts désespérés des États-Unis pour le freiner ont l'effet contradictoire de l'accélérer, ce qui ne fait que renforcer la désespérance américaine. C'est une boucle dangereuse en raison de ses implications militaires. Mais comme je le dis, il y a aussi toutes sortes de contradictions. Par exemple, le dollar américain en tant que monnaie mondiale fait incontestablement partie de la domination des États-Unis, tout comme la livre sterling l'était pour l'Empire britannique auparavant. Oui, tout cela est vrai. Ainsi, la montée des BRICS, la montée de la Chine, remettent en cause certains des privilèges que le dollar conférait à l'Empire occidental. Mais il faut se rappeler que le dollar a aussi été la monnaie mondiale dans laquelle la Chine a accompli son miracle économique au cours des 30 à 40 dernières années, tout comme l'Inde. Donc, ce n'est pas comme si le dollar représentait un obstacle. On verrait bien plus d'activités anti-dollars s'ils en étaient capables. Mais pourquoi le ferait-il? Avoir une monnaie universelle n'est pas une mauvaise chose pour un pays qui veut être le fournisseur universel de la production manufacturière mondiale. C'est un avantage. C'est un peu comme la relation entre la production manufacturière chinoise et les grands géants de la distribution occidentaux, Amazon, Walmart, Target. Ce sont des distributeurs de masse de la production de masse chinoise. Ils ont besoin les uns des autres. Sans la Chine, Walmart ne serait pas le premier distributeur mondial et inversement. Je pense qu'en Chine, on constate déjà, et il y a déjà des signes, que les gens ne sont pas pressés de se débarrasser du dollar. Le dollar est très pratique, et ils savent, comme je vous le dirais en tant qu'économiste, que la plupart des capitalistes préfèrent une situation comportant des coûts plutôt que de faire face à l'incertitude de ce qui se passerait si le dollar n'était plus la monnaie mondiale. La Chine impose des contrôles de capitaux. Le yuan chinois ne peut pas, du moins pas encore, jouer ce rôle. Personne d'autre ne le peut non plus. Donc, au-delà d'un certain point d'analyse, si l'on commence réellement à aller dans cette direction, on se retrouverait face à une incertitude concernant les paiements mondiaux et la monnaie d'échange internationale que de nombreux capitalistes ne veulent pas voir, ne veulent pas avoir à gérer et ne veulent pas avoir à s'assurer contre les conséquences. C'est un processus plus complexe qu'on ne l'imagine. Oui, un empire est en train de mourir et quelque chose d'autre est en train d'émerger. Mais c'est un processus lent parce que celui qui meurt est désespéré de l'arrêter. Et ceux qui héritent du nouveau pouvoir sont, de façon très compréhensible, prudents et inquiets quant à la façon dont cela se passe et ressentent très intensément le besoin de le gérer. Je n'ai même pas encore évoqué la dimension militaire de tout cela. Vous devez être conscient que cela aussi est un danger qui rôde en arrière-plan. Si vous provoquez l'Occident, en particulier les États-Unis, si vous les privez de leur hégémonie économique et donc de leur hégémonie politique, ils pourraient décider de s'appuyer sur ce qui leur reste, à savoir l'hégémonie militaire. Et cela, dans un monde doté d'armes nucléaires, est très effrayant. Et je dois rappeler à tout le monde que le budget qui vient d'être adopté ici aux États-Unis renforce tout ce que le gouvernement fait en ce qui concerne le département de la défense, désormais appelé département de la guerre, et une entité totalement nouvelle, une nouvelle armée intérieure,
appelé ECUth, à qui l'on vient d'allouer environ 170 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour en multiplier la taille plusieurs fois. Oui, ils ont actuellement pour ordre d'expulser les immigrés sans papier, mais je voudrais inviter chacun à se souvenir d'une leçon historique très profonde. L'armée qui est organisée et commet des atrocités à l'étranger finit tôt ou tard par rentrer chez elle et faire la même chose sur son propre sol. Cette nouvelle armée peut expulser n'importe qui. Elle n'en a pas encore le droit légalement, mais qui sait où cela peut mener. Mais cela en dit long sur une société qui mise son argent sur le militaire, même au prix de démanteler ou d'accepter le démantèlement de son hégémonie économique et politique. Je pense que tu as tout à fait raison, surtout en ce qui concerne le dollar. Les États-Unis, eh bien, comme Trump l'a suggéré, ce serait comme perdre une guerre mondiale s'ils venaient à perdre ce privilège. Mais on voit aussi, du côté chinois par exemple, qu'ils y trouvent des avantages, donc ils ne sont pas pressés de le démanteler. Cela dit, ils expérimentent bien sûr des alternatives, afin de ne pas se retrouver dans une position trop faible si jamais quelque chose tourne mal. Mais il semble qu'une sorte de tempête parfaite se prépare, car il y a 500 ans, c'est à ce moment-là que les puissances maritimes européennes ont commencé à connecter le monde par la mer, en établissant des empires de comptoirs commerciaux. Plus tard, la révolution industrielle leur a donné une domination technologique et industrielle, menant également à la colonisation du monde. Oui. Ce qui semble cependant s'effriter aujourd'hui, c'est des siècles d'un ordre économique dirigé par l'Occident. Lorsque les États-Unis ont tenté de se détacher économiquement de la Grande-Bretagne avec le système américain, ils se sont plus ou moins organisés autour de 3 piliers. Le premier était l'indépendance industrielle et technologique, grâce à leur base manufacturière. Le deuxième concernait les corridors de transport avec des routes et des ports. Et le troisième était la finance avec la Banque nationale. Ces 3 piliers ont également été, semble-t-il, la source de la domination, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Mais si l'on observe ce qui se passe, tous ces piliers semblent s'effondrer en même temps. La puissance industrielle a disparu. La domination technologique est également balayée à grande vitesse par la Chine. On constate aussi que le contrôle des principaux centres de transport mondiaux s'effrite avec l'initiative La Ceinture et la Route et d'autres projets de connectivité physique. Et enfin, il y a bien sûr le système financier, dans lequel on voit désormais des alternatives à SWIFT, de nouvelles banques de développement et des expérimentations avec d'autres monnaies. Il ne manque donc qu'un arrangement institutionnel pour rassembler tout cela et réunir tous les grands acteurs. Même il y a 2 ou 3 semaines, qui aurait imaginé voir ces images de Xi, Poutine et Modi riant ensemble? Eh bien, aujourd'hui, Trump a tweeté « Où est-ce que c'est ?» Oui, on dirait qu'on a perdu l'Inde et la Russie au profit de la Chine la plus profonde et la plus sombre. Puissent-ils avoir un avenir long et prospère ensemble? Je ne sais pas trop quoi en penser, mais encore une fois, il semble que l'état d'esprit reste le même. Soit vous suivez le modèle américain, soit, vous savez, vous venez ici et vous payez un tribut. Sinon, vous êtes, comme il l'a dit plus tôt, en train de conspirer contre l'Amérique. C'est le mot qu'il a utilisé pour ce qu'il faisait en Chine. Ils conspiraient contre l'Amérique parce qu'ils essayent de s'émanciper. Donc n'est-ce pas? Je sais que cela se produira probablement très lentement, et je suis d'accord. Mais le fait que toutes ces choses arrivent en même temps est tout de même assez significatif. Oui. Je veux dire encore une fois, il faut se rappeler que toi et moi sommes assis à l'extrémité déclinante du spectre. Oui, c'est très rapide. Je pense à la culture européenne. Par exemple,
si l'on remonte à l'époque où ils ont commencé à faire naviguer leurs navires autour du monde et à construire leurs empires coloniaux. Mais je remonte aussi à cette période, même si je pense davantage à la Renaissance et à la Réforme, et à tout le développement de l'Europe, alors qu'elle se complaisait dans son image d'elle-même comme centre du monde, centre culturel, centre politique, centre militaire. Elle a connu plusieurs siècles d'autocélébration intense, ce qui lui a permis de surmonter nombre de ses contradictions. Ils se sont entretués à une échelle que le reste du monde n'a probablement jamais connue, culminant avec les 2 guerres mondiales, etc., etc. Mais il est spectaculaire que tout cela, que nous avons tenu pour acquis pendant plus de 500 ans, ou peu importe le chiffre exact, soit en train de s'effondrer. Mais c'est le cas, et ce n'est pas le cas. Permettez-moi de vous donner encore une fois la contradiction. Lorsque nous regardons notre président ici aux États-Unis, nous avons remarqué qu'à son investiture, il avait aligné sur la tribune derrière lui, non pas les plus grands penseurs, non pas les plus grands athlètes, non pas les plus grands poètes ou acteurs et actrices. Il a rassemblé les milliardaires, les Musk, Zuckerberg et tous ces gens-là. L'autre soir, je crois que c'était la nuit dernière ou celle d'avant, ils ont organisé un grand dîner à la Maison-Blanche et on nous a tous montré des photos de cet événement où tous les grands patrons de la tech sont venus de Californie et se sont assis autour du président. Le seul exclu était Elon Musk parce qu'il s'est mal comporté et donc M. Trump doit l'écarter. C'est aussi un message adressé aux autres personnes autour de la table. Si vous vous comportez bien, vous serez à cette table, et sinon, vous n'y serez pas. Et maintenant, les étapes encore plus importantes de ces 2 dernières semaines. Le gouvernement des États-Unis a pris une participation de 10% dans le capital de la société Intel, l'une des grandes entreprises de Californie, avec un accord écrit lui permettant d'acheter 5% supplémentaires. Si vous détenez 15% des actions d'une telle entreprise, vous êtes de facto un décideur. Vous faites partie de ce que l'on appelle les principaux actionnaires, qui sont les propriétaires de ces entreprises et qui peuvent avoir une influence disproportionnée sur la composition du conseil d'administration et ses décisions. Eh bien, c'est extraordinaire. On a dit que c'était pour sauver l'entreprise, pour la sécurité nationale, disait-on. Le gouvernement et la haute direction de cette société deviennent alors la même chose. Voyons voir. Cela signifie que si les travailleurs font grève dans cette entreprise, ils font grève contre le gouvernement. Le gouvernement enverra-t-il des soldats, comme cela arrive parfois? S'agira-t-il alors d'une grève contre le gouvernement? Le syndicat sera-t-il incapable de fonctionner? Le gouvernement va-t-il expulser le syndicat comme il le fait actuellement avec les employés fédéraux où il supprime directement le syndicat? Je veux dire, nous parlons de changements vraiment majeurs dans la structure interne du capitalisme américain. Un accord a été conclu avec Nvidia et AMD. Le gouvernement reçoit 15% des revenus issus de l'autorisation de vendre des machines de fabrication de puces à la Chine. Désormais, le gouvernement est partenaire de ces 2 entreprises. Maintenant, si vous vous souvenez de ce qu'était le fascisme allemand ou le fascisme italien, la fusion de la haute direction des grandes entreprises allemandes avec le parti nazi ou des fascistes de Mussolini, vous devriez vous arrêter un instant et réfléchir. Ce qui émerge en Amérique, c'est un capitalisme qui repose sur 2 fondations. Les grands groupes de capitaux, Vanguard, BlackRock, Blackstone, connus dans le monde entier parce qu'ils sont devenus les capitalistes du monde, et la haute technologie, qui est la seule partie encore dynamique du système capitaliste américain. Les grands financiers et la haute technologie. Et M. Trump se positionne comme leur porte-parole.
Et serait-il prêt à sacrifier une grande partie du reste du capitalisme américain? Wouldn't they sacrifice much of the rest of American capitalism? The answer is yes. And why? La réponse est oui. Et pourquoi dirais-je cela? Parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils ont tiré profit des 30 ou 40 dernières années de néolibéralisme mondialisé. Ce sont eux les vainqueurs. Ils détiennent le marché mondial. Ils ont le capital mondial qui afflue entre leurs mains et ils en ont acquis une grande partie. La gauche à Berlin lutte pour un système de contrôle des loyers et découvre que le plus grand propriétaire de la ville est américain. J'ai oublié s'il s'agissait de Blackstone ou de BlackRock, mais l'un des deux est le principal propriétaire auquel il doit faire face. Incroyable! C'est une réorganisation extraordinaire du capitalisme américain pour en devenir l'agent. Si vous aimez l'ancienne notion, le comité central des capitalistes, ce comité central, c'est le gouvernement américain, reconnaît les financiers, les entreprises de haute technologie et tout le reste. Ils s'en moquent. Ils profiteront de la situation mondiale dans son ensemble et ils veulent conclure des accords avec les Chinois. Ils ne veulent pas la guerre. Et c'est aussi une contradiction. Trump veut leur faire croire que sa domination mondiale est leur meilleure voie à suivre, et ils n'en sont pas du tout sûrs. Beaucoup d'entre eux ne le veulent pas, ne l'aiment pas, et s'y opposent et luttent contre cela. Ce débat se joue ici et sera aussi déterminant pour la suite des événements que la contradiction entre la Chine et les BRICS d'un côté et les États-Unis et le G7 de l'autre. C'est une nouvelle économie technologique que vous décrivez. C'est quelque chose qui a déjà été expérimenté par le passé. Si vous avez cette relation entre le public, le gouvernement et les forces du marché, ou l'oligarchie, historiquement, on constate que les libéraux du début du 19e siècle considéraient le marché libre comme un moyen de limiter le pouvoir de l'État pour s'assurer qu'il ne devienne pas trop puissant. À la fin du 19e siècle, les intérêts du capital deviennent trop puissants avec l'essor des oligarques. Beaucoup de libéraux se tournent alors vers l'État comme partenaire pour limiter le pouvoir des propriétaires du capital. Le problème survient lorsque le capital et le gouvernement avancent main dans la main, surtout s'ils commencent à promouvoir l'idéologie selon laquelle les individus doivent se subordonner à la nation, ou à encourager un militarisme excessif et d'autres idéologies. L'individu se retrouve alors dans une position très faible. Ainsi, lorsque vous voyez le président remplir le premier rang de ces milliardaires de la tech et aligner essentiellement leurs intérêts sur ceux de l'État, main dans la main, cela correspondait autrefois à une bonne description d'une économie politique fasciste. Mais où cela nous mène-t-il désormais? Car encore une fois, ce n'est pas seulement sur la scène internationale que l'on observe ce déclin économique de l'Occident, mais même au sein de nos sociétés. Le capitalisme ne fonctionne plus comme il était censé le faire, et beaucoup des valeurs et idéaux sur lesquels nos gouvernements s'appuyaient pour leur légitimité s'effondrent, ce qui signifie qu'il doit y avoir une autre source de légitimité. Il est cependant difficile d'imaginer comment cela pourrait bien se terminer. Je ne pense pas que ça va bien se passer. Ce que vous avez ici, aux États-Unis, c'est, vous n'avez pas encore le fascisme, mais vous avez la mise en place des conditions et des éléments nécessaires. Est-ce qu'ils vont s'assembler pour former un fascisme? Est-ce possible? Absolument. Est-ce que cela va arriver? Je ne sais pas. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour le dire. Mais regardez, il ne manque pas d'indices sur la direction que cela peut prendre. Le même président qui augmente énormément le budget de la défense et qui renforce considérablement l'ICE en tant qu'armée intérieure, a déjà montré qu'il était prêt à envoyer cette armée dans les villes, à Portland, dans l'Oregon, lors de son premier mandat, maintenant à Los Angeles lors de son second. Et il menace désormais New York et Chicago.
and with threats now for New York and Chicago. Okay, what are you sending them in there for? D'accord, pourquoi les envoie-t-on là-bas? Pour lutter contre la criminalité. Je veux dire, personne, je le pense vraiment, personne occupant une position sérieuse n'a tenu de tels propos. La plupart de nos statistiques montrent une baisse de la criminalité ces dernières années. Ce n'est pas que ce soit si important, mais la réalité, c'est qu'il a dû inventer tout cela. Il a dû aller dans les zones rurales. Qui pense dans les zones rurales de ce pays, il y a une peur de la ville. Beaucoup de ruraux ne vont pas en ville. Et quand on leur demande pourquoi ils n'y vont jamais, « Oh, je vais me faire tirer dessus » ou « On va me voler mon portefeuille ». Mais ce sont des fantasmes. Je vis à New York. Personne ne m'a volé mon portefeuille. Personne ne m'a jamais tiré dessus, etc., etc. Vous voyez le président devoir exagérer la mort de 11 personnes sur un bateau à des milliers de kilomètres d'ici, puis parler du trafic de drogue. Vous savez quoi? La drogue est partout. Je peux en trouver n'importe où à New York ou dans n'importe quelle autre ville américaine. C'est un vrai problème. Donc il va parler de ça, mais il va aussi parler de la criminalité. Il inventera des choses pour justifier l'utilisation de l'armée. Maintenant qu'il devient actionnaire d'une entreprise, va-t-il s'en servir à cette fin? Les gros titres aux États-Unis aujourd'hui disaient qu'ICE s'est rendu dans une usine en Géorgie qui fabrique des batteries pour automobiles pendant la nuit et a arrêté des centaines de travailleurs sous prétexte qu'ils seraient des immigrés sans papier. Eh bien, il s'avère qu'après quelques recherches, on découvre qu'il y a eu des accidents industriels dans cette usine et que les immigrés sans papier ont pris le risque de les signaler, ce qui n'a pas plu à la direction. On peut maintenant être sûr qu'aucun immigré sans papier travaillant là-bas ne signalera quoi que ce soit, car ils sont tous en train d'être expulsés et on ne sait pas par qui ils seront remplacés. Nous voyons déjà des signes de tout cela. Les Américains vont-ils soutenir cette situation? Ce n'est pas encore clair. Nous n'avons pas l'AfD en Allemagne, ni Le Pen en France, ni Farage au Royaume-Uni, ni Meloni en Italie. Nous n'avons pas encore cela, mais nous avons les mêmes divisions. Nous avons une gauche émergente, qui est forte aux États-Unis. Pas très bien organisée, mais forte. C'est pourquoi nous sommes sur le point d'élire un musulman socialiste comme maire de New York, la plus grande ville du pays, et il semble qu'il va gagner, et ne peut être battu que si l'événement suivant se produit, que l'actuel maire de New York, qui a été accusé de toutes sortes de corruption, dont tout le gouvernement est maintenant en prison ou en attente de procès pour corruption, et qui a été gracié pour certaines de ses anciennes affaires de corruption, parce que le ministère de la Justice a choisi de ne pas le poursuivre, malgré l'ampleur des preuves. Il a été annoncé ce matin qu'il pourrait être nommé nouvel ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite afin de l'inciter à renoncer à se représenter, car ses voix pourraient aller à l'opposant du socialiste musulman qui sinon deviendrait maire. C'est un acte de désespoir. C'est politiquement grotesque. Cela saute aux yeux. Le reportage d'ailleurs paraît dans le New York Times de ce matin, qui est le journal le plus prestigieux du pays pour ce genre d'informations. Vous voyez la décision de faire cela, et la décision de ceux que représente le New York Times de la révéler immédiatement comme une tentative de l'empêcher. Vous voyez maintenant les luttes très importantes qui se déroulent ici. Je dirais que tout cela constitue un réseau interne complexe de contradictions et de luttes pour faire face au déclin de l'Empire américain et à l'émergence de ce que vous observez. Écoutez, toutes les entreprises que je connais ici aux États-Unis, qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans le commerce international, qu'elles achètent à l'étranger, vendent à l'étranger,
Enersol dispose d'entrepôts ou d'installations de production à l'étranger. Toutes revoient d'urgence leur stratégie pour les 5 ou 10 prochaines années, parce que le monde a changé. Elles ne veulent pas se retrouver dans un pays qui imposera de lourds droits de douane affectant leur activité, ou qui les augmentera, les baissera, retardera leur mise en œuvre, ou les supprimera. L'incertitude est quelque chose qu'ils ne pensent pas voir disparaître. Ils savent que M. Trump est là pour encore 3 ans. Ils savent que le soutien à M. Trump est suffisamment important pour que même s'il quitte la scène, celui qui viendra après lui, je ne dis pas qu'ils prendront tous les mêmes décisions, ce ne sera pas le cas. Mais il ne se passe rien d'autre qu'une réévaluation. Si vous voulez une preuve que la réunion à Pékin, à Shanghai, etc. était importante, la voilà. Chaque pays, chaque entreprise essaie de comprendre. Que faisons-nous? Quelle est notre stratégie si ces droits de douane persistent, s'ils disparaissent, et surtout face à l'incertitude qui s'est désormais répandue dans le monde? Ils peuvent blâmer M. Trump, et nul doute qu'ils le feront. Mais cela n'est qu'une note de bas de page, soit dit en passant. Tous les dirigeants du monde, quels que soient les problèmes économiques auxquels ils sont confrontés, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, ils en rejettent tous la faute sur M. Trump. Et il y a suffisamment de vrai dans le fait que leurs problèmes sont aggravés par les tarifs douaniers, les sanctions et autres mesures. Trump a suscité une hostilité mondiale envers les États-Unis en tant que nation, d'une ampleur inimaginable. Et nous n'en sommes qu'au tout début des conséquences de cette situation. Et chaque entreprise s'interroge à ce sujet et essaie de comprendre. Bien sûr, elles suspendent leurs projets. Elles diront à M. Trump, « Nous allons investir 800 milliards de dollars, comme l'a fait Mme von der Leyen de l'UEMR. Nous allons investir. Cela ne coûte rien. » Cela ne veut absolument rien dire. La vérité, c'est que nous n'avons aucune idée du rôle que les États-Unis joueront dans nos futurs investissements, car il nous est impossible de prendre une décision rationnelle. Alors nous allons vous faire taire en vous donnant quelque chose que vous pourrez dire à votre peuple. Ensuite, nous verrons à quoi ressembleront les choses dans 2, 4, 6 ans. Et alors, nous vous dirons quelle direction nous prendrons. Et nous allons garder cela comme une menace au-dessus de votre tête. Car si vous faites des choses que nous ne voulons pas, nous reviendrons sur notre engagement et nous vous en tiendrons responsable. Tout le monde ici le sait. Le déclin de l'Empire américain pousse, à contre-cœur, ils n'aiment pas ça, le pouvoir entre les mains des capitalistes, un contexte qui est la dernière chose au monde qu'ils souhaitent affronter. Eh bien, comme vous l'avez dit, toute cette incertitude est précisément ce que le marché, les entreprises et les États cherchent à éviter. Tout le monde recherche de la prévisibilité. C'est pourquoi je pense que ce qui se passe actuellement en Chine, cette tentative de construire une nouvelle base, attire beaucoup l'attention des pays et des entreprises qui cherchent des alternatives susceptibles d'apporter de la stabilité. Pour moi, le principal choc a été que non seulement des pays comme la Corée du Sud et le Japon remettent désormais en question le système d'alliance avec les États-Unis, mais ils cherchent aussi à diversifier et à reconsidérer le type de système économique auquel ils souhaitent s'aligner. Mais alors que tout cela se passe, alors que la chose la plus importante que les États-Unis puissent faire est de promouvoir davantage la confiance, nous avons vu ces tarifs douaniers contre l'Inde, cette tentative d'humilier l'Inde. Cela n'a aucun sens pour moi. Même si l'on souhaite obtenir plus d'obéissance et de loyauté, cette manière de faire revient à les humilier publiquement, en leur demandant essentiellement de s'asseoir sur la chaise à côté des Européens, plus ou moins devant le bureau de Trump.
Il m'est très difficile de comprendre pourquoi cela a été fait de cette façon. Cela ressemble simplement à un exercice d'automutilation. Je ne sais pas si vous avez un dernier commentaire à ce sujet avant que nous... I'm not sure if you have any final thoughts on this before we wrap up. Avant de conclure, permettez-moi d'essayer d'expliquer, du point de vue des États-Unis, pourquoi cette contradiction que vous avez si bien résumée existe. Monsieur Trump, comme toute entreprise et tout pays, essaie de trouver comment naviguer le déclin de l'Empire américain. Comme j'ai essayé de le dire au début, il est pris dans la contradiction. D'un côté, il doit faire des compromis pour ralentir ce déclin. C'est ce qu'il essaie de faire. Il va donc rencontrer Poutine et prendre des décisions qui pourraient vous surprendre. D'un autre côté, il doit être le porte-étendard du déni, car la masse des gens qui ont voté pour lui, ceux qui l'ont porté au pouvoir, sont ceux qui ont souffert au cours des 40 dernières années. Ils sont principalement des ouvriers blancs, masculins, du secteur manufacturier, ainsi que leurs familles et leurs communautés. Ils ont vraiment souffert. Ils ont perdu leur emploi, leurs revenus, leur sécurité et leurs familles ainsi que leurs communautés ont été gravement touchées, elles le sont encore, par ce processus qui continue aujourd'hui. Ils veulent un renversement de 40 ans d'histoire. Ils veulent littéralement que l'Amérique revienne en arrière. Rendre à l'Amérique sa grandeur exprime ce qu'ils souhaitent. Ils veulent un dirigeant puissant, assez fort pour forcer le monde à revenir 40 ans en arrière. Il ne peut pas survivre, même dans la fonction pour laquelle il a été élu. Il ne peut pas survivre si ces gens perdent confiance. Il doit être le grand chef, dur et fort. Ils veulent les États-Unis des années 1970 et 1980, quand ils étaient l'hégémon mondial. Ou si vous préférez, les années 1990, ce moment unipolaire dont nous parle le professeur Mearsheimer, etc., il doit jouer ce rôle. Donc en ce qui concerne l'Inde, il veut faire une concession. Pourrait-il amener Poutine à céder un peu plus si l'Inde arrêtait d'acheter le pétrole? Il ne veut pas écraser Poutine. Il veut conclure un accord, mais il sait qu'il doit faire pression sur Poutine pour y parvenir. Il le souhaite, mais il ne peut pas être vu en train de le demander, car cela violerait le déni. Il n'en a pas besoin. Il punit M. Modi. Alors il revient à cela. Cela fonctionne ici chez nous. Il est un dur à cuire. Poutine est le méchant. C'est ainsi qu'il est présenté dans ce pays. M. Trump, malgré tout ce qu'il a tenté, n'a pas réussi à réhabiliter l'image de Poutine. Et cela aussi est symbolique. Il est prêt à travailler avec lui. Il le rencontre, l'amène aux États-Unis, ce qui est symboliquement significatif. Mais il doit ensuite gérer sa propre contradiction en jouant les durs qui punissent M. Modi. Parce que les Américains, qui considèrent les Asiatiques comme des personnes inférieures, ce qui est plus ou moins ancré dans l'esprit de la plupart d'entre eux, sont très troublés par tout ce qui ressemble à de la supplication, à une demande ou à une position de pénitent. Il faut les punir. Regardez, M. Biden a fait mieux, avec quelques années de différence. Il a qualifié Xi Jinping de voyou en public. Un voyou, vous savez, cela signifie un criminel ordinaire en anglais américain. Mais qu'est-ce que vous faites? Il devait le faire. Il devait adopter ce personnage. Sinon, ses conseillers lui auraient dit « Tu viens de perdre 20% des voix dont tu as besoin pour rester au pouvoir. » Tout le monde ici, y compris Trump, est pris dans les contradictions d'un empire en déclin. Oui, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir cette fois. On a vraiment l'impression d'être à la fin de la partie. Il n'y a plus de bonne solution. Eh bien, je tiens à remercier des personnes comme vous qui organisent des confrontations honnêtes. Il ne s'agit pas de savoir si j'ai raison ou tort sur tel ou tel point, et c'est vrai pour tous vos invités. Mais ce que je veux reconnaître chez vous, c'est la valeur d'avoir ce type de conversation.
Essayez de prendre du recul par rapport à cette totalité pour pouvoir en dire quelque chose d'important, plutôt que de simplement prendre parti et répéter ce que disent les médias. Je suis d'accord. Et je pense que c'est l'une des conséquences, non seulement du déclin des États-Unis, mais aussi de celui de l'Occident politique dans son ensemble. L'obsession croissante de préserver les récits. Je constate que la liberté d'expression est réellement étouffée lorsque les faits et la réalité objective entravent le récit. Quoi qu'il en soit, Richard Wolff, merci beaucoup. C'est toujours un grand plaisir de discuter avec vous. Pareil pour moi, et merci encore pour votre travail.